Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 septembre 2025. Pepe Escobar nous rejoint maintenant. Pepe, avant de commencer, où te trouves-tu sur la planète? Eh bien, vous devriez le savoir, juge, et tout notre public aussi. Je suis complètement décalé par les fuseaux horaires, 7 heures en avance sur Moscou. Je suis à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, qui est juste à côté de moi. Très bien. Donc, il est 9 heures du matin, ici à New York. Et là où tu es, il est 11 heures. C'est Oui, la nuit, c'est presque c'est presque vendredi. vendredi. Waouh, waouh, merci Pépé, merci pour ces longues journées et merci d'avoir accepté l'horaire de l'émission. Quelle a été ta perception de l'ambiance à Pékin, à Vladivostok, dans l'organisation de coopération de Shanghai pendant ces rassemblements? Juge, c'est l'une des semaines les plus importantes, pas seulement dans la mémoire récente, on peut le dire, parce que l'autre, on peut l'appeler la semaine Russie-Chine et la semaine Eurasie. Tout a commencé dimanche à Tianjin, la ville portuaire qui est absolument un miracle économique. 14 millions de personnes, une puissance économique à 100 km de Pékin, pour le sommet annuel de la SCO, l'Organisation de coopération de Shanghai. Tout le monde était là, les principaux dirigeants des BRICS, Xi Jinping, Modi, Pezeshkian d'Iran. Donc c'était énorme, et c'était aussi important que le sommet des BRICS à Kazan l'année dernière. Il y a un parallèle direct, parce que les BRICS l'année dernière à Kazan ont franchi une étape, et cette année, la SCO a franchi une étape également. Ce sont donc les deux principales organisations multilatérales de la planète. Elles commencent à se coordonner et à organiser en détail minutieux notre effort collectif vers un monde multipolaire, multimodal, comme l'ambassadeur Chas Freeman le décrit correctement, un monde différent. Et c'est pourquoi ce sommet dimanche et lundi à Tianjin était si important. Et le lendemain, Vladimir Poutine a été reçu comme un méga invité d'honneur au Zhanghanai à Pékin par Xi Jinping. C'est la résidence officielle de la présidence de la Chine. C'est un ancien palais impérial. Quand vous êtes invité au Zhanghanai et que vous avez des réunions d'État, c'est le top du top du top du top du top niveau. Vous voyez? Et tout cela s'est traduit par le défilé à Pékin, qui était extraordinaire le 3, mercredi, jour où le forum ici à Vladivostok, où je me trouve, a commencé. Tout est interconnecté. C'est un géoéconomique trade business geopolitical tsunami d'informations, de contacts, d'organisations, de bilatérales, de trilatérales. Nous avons eu par exemple une trilatérale entre Poutine et Modi dans les couloirs du sommet de la ASEO à Tianjin. Il faudra un certain temps pour que tout cela se décante et que nous commencions à observer la configuration de l'échiquier mondial. Maintenant, il est complètement différent. Si je comprends bien, l'idée originale des BRIC était économique, alors que l'idée originale de la Shanghai Cooperation était sécuritaire. Exactement. Est-ce qu'elle fusionne? Je veux dire, tu parles des mêmes pays, des mêmes personnes, des menaces verbales lancées contre eux par le président des États-Unis, des tarifs absurdes lancés contre eux par le président des États-Unis, ce qui a pour effet, corrige-moi si je me trompe, d'unifier les BRIC et la Shanghai. À toi de développer. Les unifier encore plus vite qu'ils ne le faisaient déjà, juge. Ils s'unifiaient déjà à un niveau très progressif l'année dernière, avant le sommet de Kazan, et ensuite après. Et puis les Brésiliens ont pris la présidence cette année. Ça a été un peu lent pendant un moment, mais ensuite, dans le style typiquement brésilien, à la dernière minute, ils y sont arrivés. Le sommet a été un vrai succès au final. Et ça a été repris par la SEO également. La SEO a gagné en élan ces dernières semaines, surtout avant le sommet en Chine. Et quand la Chine organise un sommet multilatéral, il doit être impeccable et il doit avoir de l'impact. Celui-ci était particulièrement important parce que le président Xi Jinping a annoncé une initiative de gouvernance mondiale qui est, je dirais que le titre de la gouvernance mondiale est Comment enterrer l'ordre international fondé sur des règles. Vous devriez demander à Jake Sullivan, juge, ou à Tony Blinken. C'est ce qu'il répétait pendant 4 ans. Chaque jour, nous défendons l'ordre international fondé sur des règles. Attends, redis ça encore. Comment enterrer l'ordre international fondé sur des règles? Qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a jamais voulu dire quoi que ce soit, parce que c'était toujours l'empire du chaos qui faisait les règles, et il n'y avait pas d'ordre.
Maintenant, avec Trump 2.0, c'est encore pire, parce qu'il n'y a plus de règles, comme nous le savons tous. Comme tous les dirigeants du Sud global le savent, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règles. C'est la loi de la jungle. Et il y a 2 jours, le président des États-Unis a ordonné à la Navy américaine de détruire un bateau rapide dans l'océan, dans les eaux internationales, parce qu'il croyait qu'il transportait de la drogue destinée en fin de compte aux États-Unis. Il n'y a aucune base légale pour ça. On pourrait dire que c'était un acte de meurtre. Je suppose que c'est un exemple de ce que tu veux dire. Il n'y a plus d'ordre international fondé sur des règles. Exactement, juge. Et c'est vu par tous les grands acteurs des BRICS, de la SEO, sans parler seulement des grands acteurs, mais aussi des partenaires. La SEO compte 10 membres à part entière. Cela inclut, par exemple, l'Iran, l'Inde, le Pakistan et la Biélorussie. Elle a 2 observateurs. L'Afghanistan, intégré petit à petit à la famille de la SEO. Il y a une délégation talibane ici à Vladivostok. Je les ai rencontrés ce matin. Ils sont venus pour faire des affaires. Et la Mongolie, immensément importante parce que, enfin, la Chine, la Russie et la Mongolie ont finalisé le méga projet gazier Power of Siberia 2. C'est le plus grand projet énergétique de la planète. Et maintenant, ils ont enfin conclu l'accord. C'est le gazoduc Sibérie 2. Sibérie 2. Ce sera le plus long gazoduc de la planète. Penses-tu que cela a été un choc pour les gens de Trump? Probablement qu'ils ne savaient pas grand-chose du Power of Siberia 2, juge, mais le système énergétique et les multinationales de l'énergie aux États-Unis savent très bien ce que ça signifie. Et les Européens qui travaillent dans le secteur de l'énergie comprennent aussi le gaz qui aurait dû à l'origine approvisionner l'Europe via les Nord Streams va maintenant aller directement vers la Chine via le Power of Siberia qui part de la péninsule de Yamal, traverse la Russie, traverse la Mongolie. Il y a ce qu'ils appellent un interconnecteur entre le côté russe et le côté chinois, et il arrive. Waouh. Alors, l'ancien chancelier allemand Scholz s'est tiré une balle dans le pied. Oui, quand il a détourné le regard, alors que la CIA américaine et la Navy détruisaient également les Nord Stream, et l'Europe va subir sûrement des hivers froids ou pas si chauds à cause de cela. Sans parler du fait de payer des prix absurdes, juge. Et la dernière réunion entre cette méduse toxique à Bruxelles, von der Leyen, et le président Trump, c'était, je dirais, un véritable suicide en série. Car fondamentalement, les Européens se sont engagés à acheter de l'énergie que les Américains n'ont pas. Soit dit en passant, 750 milliards de dollars en 3 ans. Ils ne l'ont pas, et à des prix exorbitants, au lieu d'acheter l'énergie russe bon marché via les Nord Stream. Pour revenir à votre question précédente, juge, c'est très important, car cette distinction entre les BRICS et la CO est cruciale. Les BRICS ont commencé comme un mécanisme géopolitique et aussi géoéconomique, et la CO comme un mécanisme de sécurité, principalement contre le terrorisme. Pour vous et notre public, quelques dates sont importantes. La CO a été fondée en juin 2001. C'était 3 mois avant le 11 septembre, ce qui a solidifié le concept de la guerre contre le terrorisme. Et oui, 3 mois plus tard, dans un petit pavillon, dans un parc à Shanghai, très discret, il n'y avait que la Russie, la Chine et 3 des pays d'Asie centrale. Ils ont dit, regardez, nous devons organiser notre politique antiterrorisme à travers toute l'Eurasie, car il y a des terroristes partout. Et bien sûr, je me souviens très bien, je voyageais dans ces régions, y compris en Afghanistan à l'époque. C'était du territoire d'Al-Qaïda partout. Absolument. Donc le mandat original de la SEO, lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Mais au cours de ces 15 à 18 dernières années, elle a commencé à évoluer en un mécanisme d'intégration économique. Aujourd'hui, la SEO concerne davantage l'intégration économique et les projets économiques que la lutte contre le terrorisme, car plus ou moins, ils contrôlent ce qui se passe. En Afghanistan, dans les zones frontalières du Pakistan, dans les montagnes du Tadjikistan, où par exemple les Russes surveillent tout très attentivement. C'est beaucoup plus intégré. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est intégrer l'Eurasie géoéconomiquement. Et c'est le parallèle avec les BRICS, car les BRICS font la même chose en interne avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, etc., mais aussi en Afrique, avec l'Afrique du Sud, avec les nouveaux membres africains et avec le Brésil.
Cette intégration du monde multipolaire, Maintenant, c'est évident pour tout le monde, même pour ceux qui ne suivent plus la politique. Et c'est ce que les gens ont vu à Tianjin. Cette camaraderie entre les dirigeants était très très importante. Le fait que Modi et Poutine se tiennent la main et rien dans les couloirs du sommet, en termes d'optique, pour le monde entier, énorme. Waouh! Quelle est, s'il en existe une, l'opinion collective sur Donald Trump? Aujourd'hui, par exemple, j'ai passé la journée au forum ici à Vladivostok. Juge, nous avons eu, juste pour donner une idée d'une journée normale à Vladivostok. Le matin, une énorme table ronde sur les systèmes de paiement alternatifs avec des Russes, des Chinois, des Sud-Coréens. Et quelques heures plus tard, une autre table ronde gigantesque sur l'avenir de l'Arctique, les investissements dans l'Arctique. Malheureusement, il n'y avait pas d'Américains dans la salle. Sinon, ils comprendraient que c'est un effort russe, mais aussi un effort collectif eurasiatique. D'où la présence de Mongols et de Sud-Coréens. Il n'y a vraiment aucun observateur américain à ces réunions? Non. Mais je m'attendais cette année, car au moins il y a un dialogue entre Poutine et Trump à une délégation américaine conséquente. Aucune. Aucun Américain présent. Peut-on mesurer l'opinion collective sur Trump? Je peux imaginer ce que pense Modi. Nous savons ce que Modi pense de ce que Trump vient de faire. Il est passé du meilleur ami au pire ennemi presque. Trump a émis une déclaration étrange. Chris, peux-tu mettre en plein écran celle qui contient le commentaire sur la conspiration? Il s'agit du président des États-Unis. La grande question à répondre est de savoir si le président Xi de Chine mentionnera la quantité massive de soutien et de sang que les États-Unis ont fourni à la Chine pour l'aider à sécuriser sa liberté face à un envahisseur étranger très hostile. Il parle du Japon et de la Seconde Guerre mondiale. La majorité écrasante des combats a été menée par les Chinois, pas par les Américains, mais bon. De nombreux Américains sont morts dans la quête de victoire et de gloire de la Chine. J'espère qu'ils sont honorés et reconnus pour leur bravoure et leur sacrifice. Que le président Xi et le peuple merveilleux de Chine est une journée de célébration grande et durable. Maintenant, le coup de grâce, Pépé, transmets mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et au roi John, alors que vous conspirez contre les États-Unis. Tu veux dire collectivement, Xi, Poutine et Kim, quand on a demandé aux Russes ce qu'ils en pensaient, ils l'ont pris pour une blague. Voici ce qu'Ushakov a déclaré avec une très bonne traduction en anglais. Chris, cut numéro 16. Sur les réseaux sociaux, Le président Donald Trump, j'espère sincèrement, pas sans une touche d'ironie, en effet, pas sans un certain degré significatif d'ironie, a exprimé qu'il transmet ses salutations les plus chaleureuses au président Xi Jinping et demande respectueusement de transmettre également ses meilleurs vœux au président Vladimir Poutine et au président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, dans un geste vraiment diplomatique. Et encore une fois, je pense pas sans un certain degré d'ironie, il a explicitement déclaré que, soi-disant, ces trois individus complotaient activement une conspiration significative contre les États-Unis. Maintenant, je veux dire que personne n'organisait de complot. Personne ne complotait quoi que ce soit. Il n'y avait aucune conspiration. De plus, personne n'y pensait même. Aucun de ces trois dirigeants n'avait de telles idées. En outre, je peux dire que tout le monde comprend le rôle joué par les États-Unis, l'administration actuelle de Trump et Trump lui-même dans la situation internationale actuelle. le consensus sur la déclaration bizarre de Trump était-il qu'il s'agissait d'une blague, comme le disait M. Ushakov, il utilise le mot ironie, ou le consensus était-il que Trump est encore hors de contrôle? Ushakov, juge, c'est un vieux renard et très sophistiqué, et c'était en fait une non-réponse très polie et très élégante. Exact. Oui, oui, c'était très élégant. Mais ils sont des maîtres. À l'ancienne à Moscou, ils sont maîtres en cela et ils sont très patients. Tout le monde, Ushakov, Belousov, Peskov, en tant que porte-parole, tout le monde est très patient. Ils savent que Trump subit beaucoup de pression intérieure de la part des néoconservateurs de tous bords. Ils savent que Trump ne voit pas vraiment tout ce qui se passe stratégiquement. Il ne comprend pas vraiment les enjeux stratégiques à venir. Mais à la russe, bon, essayons encore une fois. Et quand vous regardez le champ de bataille, ce qui est la question clé aujourd'hui,
Par exemple, j'ai parlé avec le gouverneur de Donetsk, M. Cherkov. Je le rencontre généralement lors de ces sommets et je lui ai demandé directement la situation. Il m'a donné une réponse à la Cherkov, disant essentiellement « Oui, nous avançons à notre manière et nous allons arriver dans les prochains mois à un point où les négociations seront inévitables. Et nous savons tous ce que cela signifie. Le front ukrainien va s'effondrer complètement et c'est une question de mois. Et ce sont des gens qui connaissent le terrain. » Cet effondrement se produira sous la surveillance de Trump. Il peut blâmer Biden autant qu'il veut. Je ne pense pas que quelqu'un croirait maintenant que c'est la faute de Biden si l'Ukraine s'effondre. Il est à la Maison-Blanche depuis près de 8 mois et demi. Nous ne savons même pas combien de milliards de dollars en équipement militaire continuent d'y être envoyés, mais nous savons que le pipeline continue toujours et nous savons, Pépé, je ne veux pas trop m'éloigner ici, et nous savons, Pépé, qu'il a autorisé 3500 missiles offensifs à moyenne, portée pouvant atteindre Moscou et Saint-Pétersbourg. Maintenant, selon Ritter, ils n'arriveront pas avant un certain temps, ils n'ont pas encore été construits. Mais quel message est envoyé à Poutine lorsque Trump autorise publiquement ces armes? Absolument. Et les Russes, parce qu'ils sont très prudents, donnent toujours à Trump le bénéfice du doute. Ils vont voir comment ces missiles vont être utilisés par l'entité terroriste de Kiev, de plus en plus désespérée. Je dirais SPU. Allez, tout le monde. Les gens qui contrôlent vraiment le jeu, pas les marionnettes Zansky. D'accord. Donc, mais si nous avons une attaque sérieuse, par exemple à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, avec certains de ces missiles, alors le jeu change instantanément et ils sont prêts à cela aussi. Mais les Russes, Poutine dit cela, jugent pratiquement chaque jour. Il le disait chaque jour en Chine. Il l'a répété aujourd'hui ici à Vladivostok. Et demain, vendredi, c'est la séance plénière ici à Vladivostok avec Vladimir Poutine. Et il y aura une séance de questions-réponses après cela. Tout le monde est très très curieux de savoir ce qu'il va dire. Oui, voici ce que Poutine a dit hier sur l'Ukraine. C'est profond. Chris, cut numéro 2. Et après que nous, sous l'insistance de nos collègues d'Europe occidentale, avons retiré nos troupes de Kiev, la situation a changé immédiatement. Et on nous a dit presque mot pour mot, « Maintenant nous allons nous battre jusqu'à ce que vous nous arrachiez la tête ou que nous vous arrachions la vôtre. » Je ne me souviens pas si j'ai déjà dit cela publiquement ou non, mais c'est à peu près ce que ça a donné. Seulement en termes plus crus, mais assez ouvertement et assez étrangement, de manière camarade. Donc maintenant, c'est soit nous, soit vous. Et tout cela continue. Waouh! Oui, cela, et il ne parle jamais ainsi si franchement, oui, il raconte ce que les Ukrainiens ont dit à notre ami Sergei Lavrov lorsque Poutine, à la demande de Biden et de son équipe, a retiré ses troupes, si vous vous souvenez très tôt dans la guerre, de Kiev. Au lieu d'exprimer leur gratitude, ils ont menacé de manière très très crue. Et il l'a révélé hier, c'est profond qu'il l'ait révélé, vous ne trouvez pas? Oui, et c'était aussi une partie de la conversation avec Xi Jinping, en tête-à-tête à Beijing, un jour après la SCO et un jour avant ce défilé militaire absolument remarquable à Beijing. C'était très significatif. Cela a duré quelques heures et ils ont bien sûr discuté en détail de la guerre en Ukraine également, parce que Poutine informe toujours Xi sur la guerre en Ukraine. D'accord? Au début, en écoutant nos cercles universitaires chinois, ils disaient oui, il y a une certaine réserve en Chine sur ce que veulent vraiment accomplir les Russes en Ukraine. Mais maintenant, ils comprennent enfin, parce que Xi voit enfin aussi la vue d'ensemble. Oui, juge. S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous poser cette question, et vous n'êtes pas obligé d'y répondre si vous ne voulez pas. Mais je continue de voir de belles femmes marcher derrière vous. Où êtes-vous à 11h30 le soir à Vladivostok? Eh bien, juge, c'est l'Extrême-Orient en action. C'est un bel hôtel construit par les Japonais et ensuite acheté à cause des sanctions par un milliardaire russe. Et c'est l'un de leurs restaurants absolument remarquables, avec vue sur le pont et les voitures qui passent. Et les filles sont fantastiques, vraiment fantastiques. Je leur ai expliqué, merci juge. Vous avez réussi à combiner affaires et plaisir mieux que quiconque que je connaisse. Que Dieu vous bénisse, mon cher ami. Merci d'être avec nous. Tous mes vœux depuis l'Extrême-Orient.